C'est des blocages structurels et je pense qu'il faut réformer l'administration et développer des politiques spécifiquement adaptées à la diaspora et les inciter à revenir au pays. Parce que sans cette diaspora, je pense que l'Afrique ne se développera jamais en se privant de sa diaspora. Hello, bien sûr, ma chaîne, ici Kay Cabrel. Comme tu as pu le voir sur le titre de cette vidéo, nous allons aborder un sujet plus qu'important qui n'est rien d'autre que la fuite des cerveaux en Afrique. En effet, le continent africain fait face de plus en plus à un sentiment de fatalité face à ces cerveaux qui s'enfuient et au pillage inutile et exagéré de ses ressources. Un continent qui est censé être l'un des plus riches au monde, le berceau de l'humanité, ne devient en fait que l'ombre d'elle-même au cours des années. À travers cette vidéo, je vais essayer de vous partager mon avis sur la question, mon analyse et pourquoi en fait il est essentiel aujourd'hui de se rendre compte de ce problème-là premièrement et quelles seront peut-être les prochaines solutions pour changer cela. J'espère donc que cette vidéo va te plaire, n'hésite pas à liker, partager, à t'abonner si tu veux plus de contenu du genre et on y va. Alors, je me présente rapidement. Pour ceux qui ne le savent pas, je m'appelle Kay Cabrel et j'étudie actuellement médecine en Allemagne. Comme j'ai pu le dire dans l'introduction, je suis une personne du coup qui étudie à l'étranger. Je fais donc partie de la diaspora et mon objectif plus tard serait de rentrer sur le continent pour le construire, comme ont pu le faire nos confrères asiatiques. En effet, nous sommes encore choqués de constater que, après les colonisations, après les indépendances, des pays qui n'étaient encore que l'ombre d'eux-mêmes, des pays asiatiques surtout Shanghai, qui est aujourd'hui l'une des capitales les plus attractives, les plus grandes construites dans ce monde, se sont réveillés de ces post-colonialisme. Et en fait, pourquoi est-ce que l'Afrique aujourd'hui n'est que l'ombre d'elle-même? Ce n'est pas pour dire que il n'y a pas d'espoir en Afrique, qu'il n'y a pas d'avenir en Afrique. Ce que j'ai envie de dire en fait, c'est que il est encore anormal qu'au jour d'aujourd'hui, la fuite des cerveaux soit un phénomène aussi prépondérant sur le continent et que en fait, c'est comme si la diaspora africaine n'a aucune envie de revenir sur ces terres. Entre découragement, fatalité, hostilité, il faut savoir en fait que cette problématique est bien plus complexe qu'on ne le pense. Et cette analyse, selon moi, va vous aider à mieux comprendre l'ampleur du problème. La première des choses que j'ai envie d'exposer, c'est en fait pourquoi est-ce que l'Afrique fait d'abord face à une fuite aussi importante de cerveaux. En fait, premièrement, j'ai envie de dire que l'Afrique n'offre pas forcément des opportunités à sa jeunesse. L'un des continents les plus jeunes au monde, par exemple, je vais parler du Cameroun comme cas d'étude sur cette vidéo car c'est mon pays d'origine et c'est un pays que je maîtrise plus ou moins. Un pays comme le Cameroun où la moyenne d'âge est de 18 ans, c'est-à-dire en fait que nous sommes une population extrêmement jeune. Les opportunités d'avenir sont très limitées. C'est encore normal qu'au jour d'aujourd'hui, ce n'est que la corruption et le pistonnage qui règnent sur le pays. En effet, au Cameroun, c'est tout à fait normal qu'une personne qui est détenteur d'un doctorat se retrouve en fait de faire chauffeur de taxi ou en fait se retrouve à être vendeur à la sauvette car il n'a pas pu trouver le travail. Ouna a un master en langue, littérature et civilisation germanique obtenu à l'université de Yaoundé 1. À 26 ans, il n'a toujours pas d'emploi. Il a essayé la traductologie et même des ONG allemandes, en vain. Ouna a donc décidé de poursuivre ses études jusqu'au doctorat en espérant obtenir une bourse pour aller en Allemagne. Mais en attendant, il vend des habits de seconde main et parfois de la papaye. L'histoire de Ouna est semblable à des milliers d'autres Africains. Des jeunes qui font de longues études dans des filières aux débouchés incertains pour finalement terminer au chômage ou dans une activité qui n'a rien à voir avec leur formation universitaire. On va les appeler des formés pour chômer. Et ils sont partout sur le continent. Prenons le cas de la Côte d'Ivoire. Selon les enquêtes emploi réalisées entre 2012 et 2016, environ 80% des personnes en activité y ont un emploi qui ne correspond pas à leur formation. Et plus de la moitié ont une formation qui ne leur permet pas d'accéder à un premier emploi. Les résultats que nous avons trouvés, c'est que plus le diplôme augmente, plus le chômage augmente. Et ça, c'est paradoxal, ça va à l'encontre de la théorie du capital humain et ça nous intrigue tous. Même paradoxe au Cameroun. Lorsqu'on observe notre administration, on se rend compte que la plupart des personnes qui nous administrent exercent dans des ministères qui ne correspondent parfois pas à leur formation académique. On l'observe aussi lors des entretiens de recrutement, où très récemment, par exemple, j'observais un ingénieur qui postulait pour être commercial ou tout simplement des comptables qui postulent pour être assistant de direction. Cela s'appelle inadéquation compétence-emploi et le professeur Clément Quadio nous en explique les causes. Une des causes, c'est la structure de l'économie. La deuxième cause, ça pourrait être le système de formation.
qui ne fonctionnent pas totalement en synergie avec le système productif. Pourquoi? Parce que ceux qui trouvent le travail sont les enfants d'eux, les amis des enfants d'eux, les enfants des amis des enfants d'eux. Donc en fait, c'est un réseau élitiste qui fait en sorte que chacun qui a déjà réussi va rester dans son cercle. Beaucoup de cercles, beaucoup d'histoires de sectes, beaucoup d'histoires sombres qui font en sorte que si nous venons d'une famille plus ou moins modeste qui n'a pas forcément les moyens de s'en sortir, la seule solution qu'on a, c'est d'investir sur son enfant. Investir sur un enfant qui va aller à l'étranger, gagner bien sa vie et venir envoyer l'argent au pays. En effet, c'est vrai que ce n'est pas forcément la meilleure des solutions, mais à l'échelle individuelle, c'est ce qui tient à marcher le plus et c'est un schéma répétitif qui est plus que récurrent. Une diaspora qui participe plus que la France, donc en investissement en Afrique, ce sont des investissements bien sûr qui sont personnels pour par exemple payer les soins médicaux, la nourriture, entretenir la famille. L'apport de la diaspora en Afrique est énorme en termes d'argent et en fait c'est parce que tous ceux qui sont partis, entre guillemets, peut-être pour soulager leur conscience et aussi par devoir, envoient de l'argent au pays, mais du coup restent dans le confort occidental. Mais j'estime, et ça depuis très longtemps, qu'effectivement, même sans parler d'immigration, que la diaspora africaine devrait arrêter d'envoyer de l'argent dans les pays dont ils viennent. Pour la simple et unique raison que finalement, cet argent-là finit par contribuer à hauteur de parfois dans certains pays, soit la moitié, soit voire plus de la moitié du PIB des pays en question. Et donc, ça favorise, je suis désolée de le dire ainsi, de la paresse des familles qui veulent pas bosser, qui n'attendent. Mais si, avant de dire n'importe quoi, j'ai quand même envie de te rappeler quelque part que je suis, peut-être ça se voit pas, immigrée, que je viens du Cameroun, que j'ai une famille et que malheureusement, quand on vient de ces pays-là, ce qu'on attend de nous, justement, c'est que quand on travaille ici, il faut soutenir la famille au pays. Je suis pas contre le fait de soutenir la famille au pays, mais c'est que parfois la famille en question se révèle des qualités de je m'assois et je croise les bras, je veux rien foutre de ma vie. Parce que c'est la majorité. Exactement, parce que c'est la majorité. Parce que j'attends de l'argent de la personne qui arrive à Roissy-Charles de Gaulle et puis on se dit dès qu'on a en France tous les oliviers qu'on va rencontrer en route, forcément il y a à la place des feuilles vertes, c'est l'euro, il suffit de cueillir et d'envoyer. Moi, avant même qu'on ne parle de sanctions par rapport à l'immigration ou quoi que ce soit, je suis pour le fait qu'il faut limiter les transferts de fonds partant d'ici pour l'Afrique. Ça a toujours été ma vision des choses parce que j'ai vu les conséquences de recevoir de l'argent et des personnes qui ne veulent pratiquement rien foutre de leur vie. Voilà, donc ça reste mon avis. C'est vrai que peut-être moi, parlons aujourd'hui de mon jeune âge, c'est facile à dire car oui, j'ai eu cette chance-là de grandir une partie de ma vie en Occident, mais j'ai eu aussi à comprendre que de par mes recherches, la solution n'est pas de venir se conforter ici. Un continent donc qui n'offre pas d'opportunité à sa jeunesse, qui en fait est corrompu, ne peut pas être étonné que tous ces cerveaux, toutes ces personnes qui ont une certaine ambition s'en aillent pour un avenir meilleur. Nous ne fuyons donc pas la guerre, la famine, mais plutôt en fait le manque intellectuel. Et en fait c'est aussi une forme de néocolonialisme intellectuel, j'ai envie de dire, parce que nos écoles, nos modèles de santé, tout ce qui est instruit en Afrique calque un modèle occidental et du coup en fait les mentalités sont aussi calquées sur le même thème. Comme dit, c'était la première partie pour un peu expliquer pourquoi est-ce que c'est tout à fait normal qu'au jour d'aujourd'hui il y a autant de jeunes qui quittent l'Afrique car ils sont juste à la recherche d'un avenir meilleur. La deuxième des choses, parce que maintenant on parle de fuite lorsqu'il n'y a pas de retour, c'est qu'en fait lorsque la plupart d'entre eux arrivent en Occident, ils se confortent donc sur un certain niveau de vie qui est agréable, un niveau de vie qu'ils ne peuvent pas forcément se le permettre en Afrique. Il faut savoir que lorsqu'on arrive ici, il ne suffit pas d'avoir un grand niveau d'études. Le SMIC même nous permet déjà d'être millionnaire en France CFA en Afrique, dans ce sens où on a un modèle qui fait en sorte que on n'a pas besoin de trop souffrir, mais on peut se permettre de vivre bien et de prendre soin de sa famille, rester en Afrique. Quand je parle de la famille, c'est souvent les parents et autres qui, avec le temps, ont besoin de se faire soigner et tout ça. Deuxième point aussi, justement, qui est selon moi aussi un grand problème sanitaire d'une certaine manière, c'est en fait que le fait que les enfants qui sont donc à l'extérieur du pays
se permettent de pouvoir envoyer l'argent à leurs parents pour des raisons de santé par exemple, et même parfois faire venir leurs parents en Occident pour qu'ils se fassent soigner, encourage en fait un modèle de substitution, car on ne trouve pas des vraies solutions pour la population, mais on traîne toujours sur ce schéma-là de solutions individuelles. C'est vrai qu'il n'est pas évident de se sacrifier personnellement pour le bien-être collectif, mais sur le long terme, il faut comprendre que ce n'est pas viable. L'Afrique ne peut pas rester l'ombre d'elle-même, et il y a beaucoup de personnes qui aident, qui encouragent, mais justement, il faut aussi savoir que la réalité du terrain est bien autre. Nous avons donc déjà parlé de ceux qui partent parce qu'ils n'ont pas de choix et qui cherchent un meilleur avenir, ceux qui décident de ne pas rentrer parce qu'ils sont à l'aise, ils ont goûté un certain confort qui les permet de vivre de manière simple et efficace. Bon, je généralise énormément ici, mais les économies avancées sont normalement des endroits plus agréables pour vivre, avec des taux de violence plus bas et des emplois mieux rémunérés. Un ingénieur en Inde gagne un salaire moyen de 800 000 roupies, soit environ 10 000 $ américains. En Inde, c'est en fait un salaire décent, mais s'ils peuvent devenir ingénieurs qualifiés aux États-Unis, ils pourraient potentiellement gagner 10 fois ce montant, voire plus. Un pays avancé comme les États-Unis, bien qu'il ait ses propres problèmes, est également bien moins peuplé et pollué que la plupart des régions de l'Inde. Si une opportunité leur est présentée, de nombreuses personnes en provenance de l'Inde et d'autres pays la saisiront. Cela nuit aux pays d'origine car ils perdent leurs travailleurs les plus productifs, les travailleurs qui paieront le plus d'impôts, qui produiront la plus grande valeur et qui auront les meilleures chances de stimuler l'innovation pour enrichir le pays. Ils perdent également ces travailleurs juste au moment où ils cessent d'être un fardeau économique. Je sais que c'est très méchant de dire cela à propos des enfants ou des étudiants, mais c'est ce qu'ils sont. Ils prennent plus à l'économie qu'ils n'y contribuent jusqu'à ce qu'ils deviennent des travailleurs. Après leur carrière professionnelle, ils redeviennent à nouveau un fardeau économique dans leur vieillesse. C'est généralement un investissement qui en vaut la peine, que ce soit pour le gouvernement ou pour les familles des enfants, car dans les économies sous-développées, les enfants prendront soin de leurs parents lorsqu'ils ne pourront plus travailler, et dans les économies en développement et avancées, les enfants produiront beaucoup plus de valeur tout au long de leur vie professionnelle que ce que le gouvernement a dépensé pour les éduquer et qu'il a potentiellement perdu en termes de revenus fiscaux de leurs parents pendant qu'ils se... En fait, de ceux qui décident de rentrer, finalement, qu'est-ce qui se passe avec eux? Eh bien, ils seront face à une hostilité hors du commun. Il faut savoir que en Afrique, je prends dans l'histoire du Cameroun, nous sommes régnés par des régimes plus ou moins totalitaires. Je décide de peser mes mots car c'est ce que beaucoup de personnes disent. Et en fait, parce que nous sommes régis par une certaine forme de corruption, une certaine forme du coup aussi de pistonnage, car nos dirigeants sont les amis des amis d'eux. Nous sommes en fait livrés à nous-mêmes, et lorsque nous décidons de faire ce que le gouvernement ne veut pas faire correctement, c'est-à-dire peut-être construire des routes, construire des infrastructures, ouvrir des entreprises, nous sommes souvent vus d'un mauvais œil, car l'adversaire nous voit directement avec des intentions politiques. C'est pour ça en fait que vous allez voir que les constructions de routes, ne serait-ce que de 100 mètres, pour pouvoir permettre l'aménagement d'un hôtel, sont souvent barrées car il faut payer, il faut parler, il faut négocier. Et en fait, tous ceux qui décident de revenir en Afrique sont souvent confrontés à une certaine hostilité même sur le terrain, où on se dit mais tu te prends pour qui? Tu es allé en Afrique, tu veux prouver que tu es qui? Et parfois même, ce sont des membres de votre famille, des membres proches, qui vont en fait d'une certaine manière manger votre argent. Je ne sais pas combien de personnes peuvent témoigner sur le fait qu'ils ont envoyé l'argent à leurs frères, à leurs cousins, pour qu'ils construisent une maison, un hôtel. Et en fait, ces personnes-là ont profité de cet argent-là pour construire leur bien à eux, leur propriété à eux, se disant que leur frère qui est en Occident a une belle vie. Or, c'est souvent ça qui est un peu pervers dans cette histoire, car beaucoup de personnes en Afrique pensent que la vie en Occident est belle, alors qu'en fait, beaucoup d'entre nous en Occident, je pense, aimeraient pouvoir revenir chez eux avec un business
qui pourrait marcher. C'est quand même énorme, hein. Ces Camerounais hautement qualifiés travaillent notamment aux États-Unis et dans les pays européens. Oui, c'est énorme, Amira, et à l'image du Cameroun, beaucoup d'autres pays africains souffrent de cela, mais je pense que effectivement, la main-d'œuvre camerounaise est réputée effectivement, et puis même au niveau des études, s'il y a quand même c'est l'un des pays en Afrique centrale qui a de très bonnes infrastructures en matière d'éducation et universitaire. Je pense quoi faire. Moi, j'ai l'impression que cette diaspora, justement, et c'est le cas d'en parler, quand les gens retournent au pays, on leur facilite pas forcément les choses. Donc il y a une administration qui traîne des pieds, même si la volonté politique au plus haut niveau présidentiel, on va dire, donne des directives. S'il y a des directives de là, il faut voir au sein des ministères qu'est-ce qui se passe. Beaucoup de membres de la diaspora vous diront que quand ils arrivent et qu'ils ont peu de temps pour créer une entreprise, mener une activité, ils n'y arrivent pas forcément parce que les lourdeurs administratives, les blocages, c'est des blocages structurels. Et je pense qu'il faut réformer l'administration et développer des politiques spécifiquement adaptées à la diaspora et les inciter à revenir au pays. Parce que sans cette diaspora, je pense que l'Afrique ne se développera jamais en se privant de sa diaspora. Il n'y a donc pas une forme de fatalité qui s'est mise en place, mais je pense qu'il y a plus un problème d'éducation, de possibilités. Et en fait, c'est très dommage car plus le temps passe, plus on se rend compte que les jeunes d'aujourd'hui ne comprennent pas forcément l'ampleur de la chose et sont plus facilement amenés à suivre le schéma habituel. Mais que pensons-nous des 1 milliard de futurs habitants qui auront en Afrique, qui ne pourront pas forcément tous s'expatrier en Europe, qui vont continuer à souffrir des mêmes problèmes de famine, de non-accès à la santé, de maltraitance, d'oppression, de guerre, d'instabilité. Tous ces milliers, milliards, millions d'habitants seront toujours livrés à eux-mêmes. Et cela n'est pas forcément la solution, car nous qui avons la chance de voir ailleurs, nous qui avons la chance de voyager, de voir qu'il y a mieux ailleurs, pourquoi est-ce que nous ne rentrons pas au pays? Et pourquoi est-ce que nous, qui avons cette envie-là de rentrer, se retrouvons face à une telle hostilité? Cette vidéo en fait est un peu une vidéo que tout le monde sait, mais j'ai envie de dire en fait tout haut ce que beaucoup de gens pensent tout bas. C'est facile de dire que oui, rentrez en Afrique, rentrez chez vous, mais on va commencer par où? Et c'est tout à fait légitime lorsqu'on arrive quelque part dans une hostilité, dans un rejet, c'est tout à fait normal d'avoir peur. Mais comment se réveiller? Nous n'avons pas tous la force et le courage de faire des coups d'État. C'est pour ça que beaucoup de pays saluent le courage de l'AES. Des pays comme le Mali, le Burkina Faso, le Niger, qui ont pris leur avenir en main. Mais beaucoup d'autres observent parce qu'ils sont dans une dynamique de « cela ne va pas durer ». La France-Afrique est devenue tellement une fatalité. Nous ne parlons plus de France-Afrique exactement. Mais ce que la France de l'époque a fait en Afrique, ce que Bolloré a fait en Afrique, lorsque nous faisons nos recherches, il est tout à fait normal d'être choqué. Beaucoup de gens en parlent au jour d'aujourd'hui. Et c'est d'un culot et d'une certaine manière, d'une certaine arrogance de se dire que le continent africain a besoin d'aide de la France. Ça fait des années, un peu d'un demi-siècle, que la France, entre guillemets, prétend aider l'Afrique. Mais nous voyons l'état de pays comme le Congo, des pays en crise. Actuellement, le débat est assez délicat lorsqu'on regarde l'histoire de nos pays, lorsqu'on essaie de trouver des solutions, car beaucoup ont l'impression que l'Afrique est quelque chose d'exotique, que ces populations sont pauvres, que ces populations n'ont pas d'intelligence, mais c'est assez paradoxal que ce sont ces mêmes populations que l'on supplie pour qu'ils viennent alimenter vos services de santé, que l'on supplie pour qu'ils viennent étudier chez vous, car chez vous, il n'y a plus personne. Tout le monde vieillit. La situation est si grave et le déséquilibre si frappant qu'en 2008,
Les Nations Unies estimaient déjà qu'il y avait plus de médecins béninois en Île-de-France que dans tout le Bénin, alors que le Bénin a 15 fois plus besoin de médecins que la France. On pourrait dire que ce que vit le Bénin, c'est ce que vit la plupart des pays d'Afrique subsaharienne, que ce soit le Cameroun, que ce soit le Sénégal, que ce soit la Côte d'Ivoire. Tous les pays qu'on pourrait citer, y compris ceux du Maghreb, souffrent énormément de la fuite des cerveaux. Le pire, c'est que ce sont les pays africains qui financent l'éducation et la formation de leurs cerveaux sans leur créer les conditions nécessaires pour les retenir sur place. Quand allons-nous, entre guillemets, prendre notre avenir en main? Nous voyons que l'Occident va toujours profiter car c'est tout à fait légitime. Ce sont ses intérêts d'abord. Mais nous-mêmes, Africains, quand allons-nous décider de réellement prendre les choses en main pour rentrer chez nous? Quand allons-nous réellement décider de se réveiller, de voir les choses en face, de se dire qu'il faut se battre, qu'il faut détruire pour mieux construire? Quand nous voyons des personnalités telles que Alain Foka, Philippe Simon, même encore Kémy Séba, des panafricains selon moi, qui donnent une lueur d'espoir, une certaine forme d'avenir et qui encouragent la jeunesse à se réveiller, tout à fait légitime qu'au jour d'aujourd'hui, on ouvre les yeux sur ces fatalités qui s'offrent à nous. La vie n'est pas rose, la vie n'est pas belle, mais la fuite des cerveaux en Afrique est un phénomène qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Et c'est vrai, ici au moins on mange, ici au moins il n'y a pas de guerre, ici au moins l'eau est chaude. Mais jusqu'à quand? Nous ne sommes pas chez nous. Lorsqu'on voit l'Asie, la Chine, Shanghai, ce qu'ils sont devenus alors qu'avant ils n'étaient rien. Voici Taïwan, un territoire fortement disputé au large des côtes de la Chine continentale qui abrite 23,5 millions de personnes et certains des centres industriels les plus importants au monde. Ne vous inquiétez pas, il ne s'agit pas d'une autre vidéo sur les hostilités entre la Chine et Taïwan et sur la façon dont cela pourrait être le catalyseur d'une guerre majeure entre les superpuissances mondiales. Il s'agit plutôt d'une tendance qui, bien qu'elle n'attire pas autant l'attention, pourrait être tout aussi dévastatrice pour la plupart du monde. Aujourd'hui, Taïwan est la deuxième économie la plus riche d'Asie, juste derrière celle du Japon, qu'elle devrait dépasser dans les prochaines années si les tendances actuelles se maintiennent. C'est clairement une économie avancée qui a démarré après avoir effectué la transition depuis une colonie agraire pauvre et un régime militaire qui a officiellement pris fin il y a seulement 35 ans. L'histoire de Taïwan, passant d'une économie agraire à un centre de fabrication à bas coût pour finalement devenir un centre avancé d'industrie de premier plan, n'est pas unique. D'autres pays de la région ont suivi des chemins très similaires au cours des dernières décennies du XXe siècle. La Corée du Sud, Singapour, le Japon et même certaines régions de la Chine continentale sont toutes devenues ce que les économistes appelleraient des économies avancées ou développées. Taïwan est intéressante car elle a été l'une des dernières grandes économies à faire ce saut. Et aujourd'hui, de plus en plus d'économies en croissance rapide à travers le monde ont du mal à effectuer cette transition d'une économie en développement à une économie avancée. Il existe même des exemples comme le Brésil, qui pourrait être considéré comme le premier pays à passer d'une économie avancée à une économie en développement. En dehors de situations uniques comme celle-ci, la tendance générale est que de moins en moins de pays parviennent à franchir cette dernière étape pour devenir des économies avancées à part entière et se retrouvent coincés à résoudre d'innombrables problèmes à l'étape de développement. Il faut se sentir frustré et ne pas dire qu'on va attendre. Jusqu'à quand allons-nous attendre qu'un miracle surgisse en Afrique? Prenez votre avis en main et j'espère que prochainement nous allons aborder un thème encore plus croustillant. Je tiens d'abord même aussi à saluer le travail que Philippe Simon a fait dernièrement avec un groupe de jeunes. C'est un petit débat assez intéressant sur en fait le fait que les descendants d'immigrés qui arrivent en France n'ont pas d'avenir. C'est assez drôle à voir. Et prochainement, on va parler peut-être de ce thème-là, qui est un thème assez intéressant, car c'est la preuve ultime que même à l'étranger, on ne sera jamais chez nous. En tout cas, je vais arrêter un peu ce petit monologue sentimental. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker, partager, à t'abonner si tu veux plus de contenu du genre. Et on se retrouve prochainement pour une autre vidéo. Allez, bisous. Bye bye.